Alors bonjour à tous. Bonjour. Alors bienvenue dans ce podcast. Donc notre podcast s'appelle Si Jeunesse Savait. C'est un podcast qu'on a créé entre nous jeunes. Donc on voulait vraiment offrir un espace dans lequel la jeunesse pouvait s'exprimer, dans lequel la jeunesse pouvait partager ses expériences. Notre podcast sera principalement tourné sur la santé mentale, car on trouve que voilà, dans notre milieu ou même souvent dans nos églises, la santé mentale n'est pas assez souvent développée et encore moins au sein de la jeunesse. Donc actuellement, on s'est un peu réunis pour partager sur différentes thématiques. Donc avant de commencer, on va peut-être faire un petit tour de table, se présenter. Donc voilà, présentez-vous. Au calme, je vais commencer alors. Moi, c'est Jeff. Bon, mon âge, vous n'avez pas besoin de savoir, c'est pas grave parce que c'est pas important de toute façon. Et je suis en ingénierie pour l'instant. Moi, je m'appelle Elodie, je suis en études de psycho en dernière année. Moi, je m'appelle Bénédicte. Tranquille, vas-y, dis-le, say it. Je m'appelle Bénédicte, je travaille pour Louis Vuitton et en base, I studied to be a special needs assistant, donc travailler avec les enfants handicapés. Ok, moi je m'appelle Allegra, je suis fraîchement diplômée en médecine et je travaille en tant qu'anesthésiste. Pour juste avant de commencer, on va peut-être refaire une petite rubrique qui s'appelle Fraternity Talk. Donc en gros, c'est une petite séquence qu'on fait un peu au début de nos podcasts. Et durant cette séquence, on va un peu partager, que ce soit des fun facts ou quelque chose qui nous a interpellés durant la semaine. Et donc on va le partager actuellement et après vous allez me donner votre avis. Moi actuellement, donc j'étais sur Twitter cette semaine et je suis tombée sur un tweet qui m'a assez interpellée. Je vais vous le lire et vous allez un peu me donner votre avis par rapport à ce tweet. Vas-y. Donc je vais le lire. Je vais peut-être me faire insulter. Mais à quel moment la dépression est arrivée chez les Noirs? Ça rime à quoi tout ça? Vous pensez quoi de ce tweet? Vas-y. Moi, en entendant ça, je me dis, surtout qu'en étant en études de psycho, je me dis que c'est triste en fait de voir qu'il y a des personnes noires qui continuent à se dire que c'est pas quelque chose qui peut arriver chez les Noirs, la dépression ou autre. Et je me dis que tant qu'il y aura des personnes qui pensent de cette manière-là, ça ne va pas aider en fait les personnes qui souffrent dans la communauté parce que voilà, elles vont se sentir jugées et se sentir exclues aussi, pas normales ou autres. Et donc ça peut compliquer leur processus de guérison et le fait d'aller mieux. Enfin, ce genre de propos pour moi. En tout cas, moi, je trouve ça totalement compréhensible qu'elle dise ce genre de phrases. Ça, c'est généralement aussi des phrases problématiques que les gens n'aiment pas. Mais je trouve que dans notre culture même, par exemple, moi je suis congolais, pour la majorité, tout ce qui est africain, c'est une culture qui célèbre généralement la vie. Et on n'a pas cette mentalité généralement à vouloir volontairement terminer notre vie. Bon, là j'étais un peu dans l'extrême, mais c'est pour dire que tout ce qui est développement vers les pensées particulièrement négatives pour aller jusqu'à la dépression sont pas souvent encouragées juste dans notre culture en elle-même. Bien sûr, maintenant, il y en a sûrement des cas où il y a sur 100 personnes, bien sûr, il y en aura quelques-uns qui l'auront. Mais moi, je trouve justement, ça devrait plutôt être un encouragement de se dire que personne, des gens qui me ressemblent, ne vit ce genre de choses. Donc même si je les vis, c'est-à-dire qu'il y a plus de chances que je ne devrais pas les vivre que je les vive. Donc ça devrait encourager justement à pouvoir sortir de cette situation-là. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Et donc, si je comprends bien, toi, tu estimes que le fait qu'on ne retrouve pas des personnes, on va dire, souffrant de santé mentale ou de dépression dans notre communauté, c'est quelque chose d'encourageant. Exactement. Voilà. Parce que moi, je me dis... Parce que même moi, parce que la dépression, pour moi, c'est... Je ne vais jamais dire que je suis dépressif, mais je connais déjà des sentiments dépressifs. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà expérimenté en quelque sorte des émotions de dépression, mais je ne serai jamais quelqu'un de dépressif. Et une des raisons pour laquelle, c'est parce que je suis noir, mais une des raisons, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que si je le mets ça mentalement, ça peut m'empêcher que mon cerveau ait des pensées qui vont aller vers la dépression. Okay. Donc, ça me permettra juste de bien vivre. Mais après, est-ce que tu n'as pas l'impression que justement, penser de cette manière peut pousser certaines personnes qui traversent des situations difficiles à être un peu isolées? C'est-à-dire que ces personnes se retrouvent en fait en se disant « Ok, je souffre peut-être, mais chez nous, ça n'existe pas. La dépression, chez nous, ça n'existe pas, que c'est un mythe. » Et donc, cette personne peut se retrouver dans une situation où en fait, elle est un peu isolée, elle vit les choses par elle-même parce que justement, on lui répète tout le temps qu'en fait, ce que tu vis n'est pas réel. C'est des choses de blanc, en quelque sorte, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Mais dans ce cas-là, moi, ce qui me paraîtrait une réflexion logique à ce Mhm. moment-là, c'est de se dire pourquoi pourquoi est-ce que personne de mon entourage ne vit ce genre de Mhm. choses? Comment ça se fait que je suis la seule personne qui le vit? Mhm. Et voir qu'est-ce qui me différencie des autres pour Mhm. que moi je puisse vivre ça. Parce qu'il y a Mhm. peut-être quelque chose que je fais différemment d'eux que je ne devrais peut-être pas le faire. Mhm. Tu vois? Mais est-ce que vous avez l'impression que les Noirs ne vivent pas de situations de dépression ou même autres troubles de santé mentale? Moi, j'ai déjà vécu la dépression. C'était vraiment une étape difficile pour moi personnellement. Jusqu'au bout que je devais aller à l'hôpital et j'étais seule. Et pour moi, je ne savais même pas que c'était la dépression. Je me sentais seulement mal et je ne savais pas comment gérer mes émotions. Je ne savais pas parler avec qui. Et la seule personne qui m'a consolée vraiment dans cette étape, c'était ma mère. Parce que je pouvais parler avec ma mère. Je me sentais à l'aise à parler avec ma mère. Mais c'est les émotions que tu ne comprends même pas. Et si tu n'as pas une communauté, les gens pour, quand même pour te guider, là, Ouais. tu te sens toute seule. Et J'ai c'était les étapes des Covid, donc c'était chaud. C'était vraiment chaud, mais j'ai une question alors à te poser. Parce que moi, personnellement, mon thérapeute, entre guillemets, moi, c'est avec Dieu que je fais tout ça. Donc, toutes ces introspections que je fais par rapport à mes émotions que je ressens, c'est au travers de Dieu que je lui parle et généralement, il me les dévoile constamment. Et toi, maintenant, est-ce que tu as placé Dieu dans tout ça? j'étais dans la prière. À base, au moment que j'ai passé la dépression, je lisais les livres de Job. C'est ça. Euh, Et quand je dis ma mère qui m'a guidée, j'ai parlé avec ma mère et c'est ça, au fait, que la base, les versets qu'elle m'a donné, c'était sur l'histoire de Job. Et je vis ce qu'il a vécu. Quand on lit la Bible, on doit se rappeler que ce n'est pas juste une histoire, c'est quelque chose que quelqu'un a vécu, uh-huh. quelqu'un comme nous. Et pour moi, peut-être mon histoire, ce n'est pas si grand comme l'histoire de Job, mais c'est pour la manière que je tentais de vivre, je me disais, Seigneur, j'avais même les pensées suicides, que je ne veux plus être là. Je me disais, mais je suis aussi toute seule, ma famille n'est pas là, alors je vis pourquoi? Je vis pour qui? Donc, ce n'était pas facile, mais si tu n'as pas une communauté, si tu n'as pas des personnes qui peuvent t'encourager, c'est difficile. Si tu vois que les gens passent jusqu'au bout, oui, il y a aussi l'esprit là, méchant. On est dans un monde là, le diable, il aime quand les gens passent les étapes comme ça, tu vois. Il va te pousser d'aller jusqu'au bout, de Et te suicider, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses sortir de c'est tout Dieu. ça là? C'est Dieu, l'amour de Dieu. Euh, c'est vraiment l'amour de Dieu. Simplement l'amour de Dieu. Et l'Église aussi, tu vois, j'étais partie. Personne ne va savoir que tu es dans la dépression. Ouais, c'est ça. Hein. Les gens m'ont vu C'est m'écrire, ça. me disent, Ouais. ta taille est devenue bien. Je dis Regarde. merci. Parce que j'étais là en train de sourire. Ouais. J'ai rigolé avec tout le monde. Personne ne savait que j'étais dans la dépression. J'ai toujours la vidéo que j'avais fait les jours que je voulais me suicider. Ah ouais? Ouais, j'ai Wow. fait une vidéo. Je me suis dit, quand même que je laisse un mot encourageux pour ma famille. J'ai fait mes Ouais. maquillages, j'ai fait mes cheveux. Je me suis bien habillée. Mais j'étais dans la dépression incroyable. Je ne croyais même pas dans ma vie que je peux passer cette étape, mais yeah, c'est compliqué. Mais je suis sortie et maintenant je sais bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, heureusement. Ouais. Ouais. Gloire à Dieu. Et à un moment, tu parlais du fait que voilà, tu as retrouvé un certain confort, on va dire, dans l'église, que tu as vraiment été soutenue. Oui. Donc, tu as parlé un moment avec quelqu'un de l'église, un pasteur ou autre, et tu as vraiment trouvé de l'aide au sein de la communauté chrétienne? Oui, mais à part ça, j'ai aussi un thérapeute. Donc, je dois travailler le côté mental, mais je dois avoir aussi cette reinforcement. Donc, les gens qui vont me soutenir avec la prière, les gens que je pouvais parler avec, parce qu'il y avait... bon, les choses qui m'ont mené dans la dépression, c'était les choses de l'Église. Ah. Donc, pour moi, Ok. c'était vraiment... Paradoxe. Ouais, mais c'est l'Église qui m'a soutenue. Donc, c'est compliqué, mais les problèmes étaient sortis de l'Église, mais c'est l'Église qui m'a soutenue. Donc, Et est-ce que vous avez l'impression, donc, bon, c'est toi qui t'exprimes en ce moment, mais de manière générale, est-ce que vous avez l'impression que voilà, au sein de notre communauté chrétienne,
la santé mentale est reconnue comme quelque chose pouvant vraiment affecter les chrétiens, parce que parfois, on a cette impression que quand tu es chrétien, tu ne souffres pas vraiment de dépression. Voilà, c'est une étape qui peut arriver dans ta vie, mais dans tous les cas, Dieu est là, il va te guérir. Est-ce que vraiment dans notre communauté, vous avez cette impression-là qu'on reconnaît vraiment les troubles de santé mentale, tout simplement? Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que c'est pas vraiment quelque chose, un sujet qu'on touche. On peut parler un peu sur ça. Non, il ne faut pas être dans la dépression, il ne faut pas passer des choses difficiles. Toi-même, il faut parler. Mais au moment là, tu n'as pas vraiment envie de parler parce que tu as peur qu'on va te juger, on va te critiquer. Qu'est-ce qu'il va faire pour te soutenir? Tu ne sais pas ce qui va se passer, même quand tu parles. Il y avait quelqu'un que j'avais essayé à parler avec et seulement pour parler, je pleurais déjà. Elle me dit, je vais pas, même si tu vas pleurer, je ne vais pas écouter ce que je veux dire. Non. J'ai dit, pardon. Là, je me suis retirée. Et pour essayer à parler avec notre personne encore, c'était tellement difficile. Mais tu vois, ça dépend. C'est qui que tu vas parler avec. Si tu te trouves dans un milieu ou une église, là, il y a vraiment les gens que tu te sens confortable avec, pars vers la personne là. Sois vraiment sûr que tu peux parler avec la personne. Tu as aussi peur dans une part que peut-être tu vas partager avec d'autres personnes. Oui, vraiment, c'est quelqu'un de confiance que tu peux parler avec. Ouais. Moi, j'ai choisi un pasteur. Je savais qu'il ne va pas parler avec d'autres personnes, donc c'est ça que j'avais fait. Okay. En fait, du coup, en t'écoutant, j'ai vraiment l'impression que avoir une communauté, un socle, une personne qui peut t'accompagner, en fait, c'est quand même un petit plus. Parce qu'en fin de compte, tu te retrouves à ne pas vivre toutes ces émotions-là toute seule. Parce que, bon, comme tu l'as dit, chez toi, c'était un peu paradoxal dans le sens où, d'une part, la source, on va dire, de tes troubles, de ton problème de dépression, c'était l'Église. Mais en même temps, c'est dans l'Église que tu as trouvé ton soutien. Donc, en soi, c'est vrai que, voilà, on peut aussi... on peut parfois critiquer l'Église sur plein de choses, mais je pense aussi que l'Église aussi, parfois, apporte vraiment un réconfort. On le sait, de nombreuses fois, les personnes ont vraiment trouvé à l'Église ce réconfort-là. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est important de pouvoir trouver l'équilibre entre, avoir un psychothérapeute, quelqu'un qui travaille dans le domaine, quelqu'un qui a un diplôme reconnu, mais en même temps, on ne va pas se mentir. Je pense que dans l'Église, on peut également trouver, on va dire, un réconfort. Vraiment. C'est vraiment important. Et la dépression aussi, c'est vraiment mental, les pensées. Et la côté là, c'est seul Dieu qui peut travailler ça. La Bible dit God heals the brokenhearted. Donc, si tu veux vraiment être guéri de ça, c'est seul Dieu qui peut le faire. Parce que des fois, je ne sais pas que, OK, j'ai vécu des étapes là difficiles et c'est terminé comme ça. Il y a des moments que les idées la rentrée et tout ça, mais c'est plongé vraiment dans la prière, c'est plongé dans méditer la Bible et tout ça, c'est ça qui m'a aidée. Et par exemple, toi, Elodie, est-ce que tu t'es déjà un peu retrouvée dans ce genre de situation? De dépression ou... Pas spécialement, mais juste un peu se retrouver perdu, que ce soit peut-être avec l'école, peut-être avec l'église, mais vraiment te retrouver dans une situation où tu as l'impression que rien ne va, quoi. Oui, je me suis déjà retrouvée dans cette situation et ce qui est compliqué dans ces moments-là, c'est de ne pas réussir à en parler, en fait. De se dire que peut-être tu es seule à vivre ça. Par exemple, à l'église, je sais que je me suis déjà posé beaucoup de questions. J'ai déjà remis en question ma foi pas mal de fois. Et c'est difficile de pouvoir se dire, OK, il y en a d'autres peut-être qui sont dans mon cas, je peux peut-être en parler avec quelqu'un qui me comprendrait. Et donc, du coup, je me ferme à l'intérieur de moi et ça fait que je me remets en question, je remets mon identité en question. Et c'est très difficile à vivre parce que ça t'affecte, en fait, mentalement aussi. Tu commences à perdre confiance dans ce en quoi tu as cru depuis tellement longtemps. Et oui, c'est difficile à traverser comme période. Et je pense que, ce qui m'aide, en tout cas, dans ces moments-là, ce qui a pu m'aider, c'est de finalement faire le pas, en fait. De faire le pas, d'en parler à quelqu'un et de pouvoir poser mes questions, de pas cacher, en fait, les choses et de dire simplement, oui, j'ai des moments de doute, oui, en ce moment, ça ne va pas. Et voilà, quoi, de ne pas rester en surface, en fait, de ne pas laisser paraître une image que tout va bien, mais de vraiment accepter que parfois ça va mal. C'est le premier pas qui m'aide à aller de l'avant dans ces moments-là. En tout cas. Et est-ce que vous avez déjà essayé d'en parler avec vos parents? Oui,
Moi, personnellement, oui, mais c'est difficile parce que c'est pas la même mentalité, quoi. Justement, comme on disait avec le tweet, tout ce qui est dépression, enfin voilà, santé mentale, nos parents, Ils connaissent vraiment pas. voilà, quoi, ils comprennent pas trop qu'on puisse avoir ces choses-là, et du coup, c'est difficile de se comprendre parce que eux, ils ont une autre réalité aussi. Ils n'avaient pas les mêmes problèmes. Non, Oui, Vraiment. oui, ils n'avaient pas les mêmes priorités. Donc peut-être eux, dans leur jeunesse, par exemple, eux, ils cherchaient surtout à avoir un toit, à pouvoir se nourrir, à pouvoir aider leur famille. Alors que nous, on a plus un besoin d'accomplissement. Et justement, ce côté-là, ça fait référence à un concept en psychologie, la pyramide de Maslow, qui parle du fait qu'il y a différents types de besoins, en fait. Les besoins primaires, puis il y a le besoin d'accomplissement, qui est tout en haut. Et voilà, donc nos parents, eux, ils étaient plus... ils cherchaient plus à satisfaire les besoins primaires, en fait, dans leur jeunesse. Alors que nous, on recherche un besoin d'accomplissement, on recherche à trouver un sens à notre vie et dans toutes les choses qu'on fait. Donc ça peut mener une incompréhension aussi entre les parents et leurs enfants. Surtout chez les Noirs, je dirais. Surtout chez les Noirs. Non, c'est vrai, tu as totalement raison. Et est-ce que, du coup, voilà, on parle un peu de la différence qu'il y a entre nous et les parents, et donc parfois ça crée des incompréhensions. Mais est-ce que vous le sentez même dans d'autres domaines de votre vie, que voilà, il y a vraiment un décalage entre vous et vos parents? Moi, personnellement, grâce à Dieu, j'ai la grâce d'avoir eu un père avec lequel on discute énormément. Et du coup, il y a clairement des moments où je vois que oui, bon, vu qu'il était dans une autre culture, un autre temps, un autre moment, il va pas spécialement comprendre ce que je veux dire maintenant, là. Mais après, c'est aussi à moi de faire l'effort aussi de traduire ce que je traverse et ce que j'essaye de lui faire passer comme message pour que lui puisse comprendre avec sa mentalité, tu vois. Et vu que nous deux, on fait tous les deux l'effort l'un vers l'autre, il y a cette communication qui est possible. Et donc moi, j'ai pas vraiment ce problème-là avec mes parents, en tout cas, en ce qui s'agit de ça. Mais je sais que la majorité des gens sont pas comme... En tout cas, Dieu m'a fait la grâce, en tout cas, d'avoir un père qui est vraiment compréhensif et qui va vers ses enfants pour pouvoir comprendre comment ils sont, tu vois. Et ça, c'est dommage que la majorité des parents africains ne font pas vraiment cet effort-là. Il y a généralement la mentalité de c'est moi l'adulte, c'est moi le parent, vous êtes les enfants, et bon, faites ce que je vous dis, et puis c'est tout. Tu vois. Mais lui, il a fait non, il veut quand même voir comment on évolue. Voilà, il y a vraiment une discussion entre vous. Et maintenant, je trouve que nous, maintenant, comme on va grandir, quand on aura nos enfants, c'est à nous de changer ça pour que nous, ensuite, nos enfants n'aient pas ce problème-là, tu vois. Ok. Vous savez, dernièrement, je regardais Scandale. Donc, c'est une série faite par Shonda Rhimes. Et du coup, en fait, il y a une scène assez, on va dire, culte dans Scandale. C'est la scène où on voit le père d'Olivia qui, en gros, il est en train de lui crier dessus. Olivia a peut-être 30 ans, 35 ans, mais elle se fait crier dessus par son père. Et son père lui répète cette phrase en lui disant « Qu'est-ce que je t'ai toujours dit ?» Et en gros, la phrase, c'est « Je t'ai toujours dit d'être 2 fois meilleur que les autres, pour ne serait-ce qu'avoir la moitié de ce qu'ils ont. » Et donc, du coup, en fait, c'est une phrase qui m'a énormément fait réfléchir, parce que je pense que dans ma vie de tous les jours, j'ai déjà entendu l'équivalent de cette phrase. Tous les Noirs. Donc, voilà, tous les Noirs, je pense que tous, ouais. on a déjà entendu cette phrase. Donc, voilà, nos parents viennent d'Afrique, concrètement, et nous, on a grandi ici en Occident. Et moi, souvent, ce que j'ai déjà entendu, c'est « tu dois avoir un diplôme si tu veux te faire respecter dans ce pays ». Et donc, du coup, les parents sortent souvent cette phrase, ils te mettent un peu la pression dans tes études. Moi, j'avais souvent l'impression que les parents, ils avaient 3 types d'études. Tant que tu les faisais, ils étaient en paix. Soit médecine, soit droit, soit ingénieur. Tant que c'était quelque chose dans lequel ils avaient l'assurance que tu seras dans une sorte de sécurité. Et du coup, parfois, en fait, tu as des enfants qui ne suivent pas le chemin imposé par leurs parents, et ça crée des frictions. Donc, du coup, j'aimerais savoir, par rapport à ça, par exemple, c'était quoi votre expérience dans tout ça? Est-ce que déjà, les études dans lesquelles vous êtes, vous les avez choisies concrètement? Oui. Oui. Ouais, même moi aussi. Moi aussi. Clairement. Mais après, bien sûr, ça joue aussi, parce qu'il y a le côté... Surtout, non seulement les parents qui mettent la pression, mais aussi tu veux rendre tes parents fiers. Parce que si tu fais des études avec un prestige, genre, je sais pas si vous savez, mais vos parents aussi, ils s'en vantent aussi à leurs potes, tu vois. Ils s'en demandent, mon fils, il a fait ça, mon enfant, il est là-bas, etc. Tu vois, toujours, ils se demandent. Du coup, ça fait toujours plaisir de pouvoir être la fierté de la famille, ça c'est normal. Et si tu as les capacités pour pouvoir le faire, pourquoi ne pas le faire? Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, après, tu vas... Par exemple, moi, médecine, c'était impossible. Tu vois, moi, j'allais pas aller là-bas, je suis pas fait pour ça. Du coup, j'allais pas me diriger vers la médecine parce que mes parents voulaient que je fasse, tu vois. Ma mère, peut-être,
peut-être est médecin, elle est en mode, elle voulait absolument qu'un de ses enfants fasse la médecine, ça allait pas être moi. Tu vois, donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a le côté, oui, ça influence, mais après, il faut quand même qu'on prenne nos choix, quoi. On devient quand même des adultes aussi, tu vois. Du coup, si on fait quelque chose, on va pas faire des choses pour faire plaisir à autrui, mais d'abord nous. Et si, en prenant ce chemin-là, on arrive vers un chemin qui a du prestige, de la gloire et de la richesse, autant le prendre. Mais est-ce que vous avez grandi avec une certaine pression de... Allez, donc comme tu l'as dit, on doit rendre fiers nos parents, mais aussi cette pression de « Ah oui, je suis dans un pays dans lequel il y a énormément de préjugés, il y a énormément de discrimination, je dois réussir. » Je dois réussir. Comme des parents le disent, si tu veux te faire respecter dans ce pays, tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir quelque chose dans lequel tu peux t'accrocher, dans lequel en gros, que tu peux faire valoir aux yeux de ces gens. Est-ce que vous avez grandi avec cette pression-là, par exemple? Moi, personnellement, non. J'ai grandi en Afrique. Après quelques temps, je suis ici en Europe. Mais c'était juste, fais ce que tu peux. Accomplis ce que tu peux, on va te supporter. C'est pas... Nous, quand même, ça va, par la grâce de Dieu. Dieu nous a aidés, nos parents peuvent nous supporter avec tout ce qu'on veut faire. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas, tu vois. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour étudier, pour avancer. Même, il peut être tellement intelligent, mais il n'y a pas les moyens pour l'université et tout. Mais moi, j'ai juste étudié maintenant, là, il fait quelques années. Mais si ce n'était pas quelque chose que j'ai trouvé intéressant, je ne voulais pas même étudier, je voulais continuer à travailler. Donc... Et toi, Élodie, est-ce que tu te reconnais un peu dans tout ça? Oui, en fait, quand tu parlais du fait d'avoir cette pression de réussir, je voyais même le fait d'être un bon exemple en tant que noir, en fait, tout simplement. Parce que, par exemple, j'ai un ami qui voulait aller habiter dans un logement et le propriétaire ne voulait pas prendre des personnes congolaises, angolaises. Il avait fait une généralité parce qu'il a eu de mauvaises expériences avec des personnes de ces origines-là. Et du coup, il ne voulait pas le prendre. Et donc, tu te rends compte qu'à ce moment-là, en fait, on prend même pas le temps d'apprendre à te connaître, de te laisser une chance. Mais non, on te met dans cette généralité-là parce que certaines personnes n'ont pas agi bien. Et je trouve ça vraiment injuste, puisqu'avec des personnes blanches, moi, je trouve ça c'est peut-être injuste, mais moi, je trouve ça logique. Tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en... Enfin, ok, ça va être gros de dire, mais bon, on est en minorité, quoi, tu vois. Du coup, si... il rencontre, je sais pas, on va dire il rencontre une cinquantaine de blancs, aucun problème. Il en rencontre deux et les deux ont fait des problèmes. C'est normal qu'il fasse une généralité. Ma mère, par exemple, lorsqu'on va à un restaurant, on prend une pizzeria ou quoi, peu importe, on arrive à un endroit et dès qu'on voit, par exemple, des noirs qui commencent à faire, je sais pas, ils font un spectacle ou quoi, ma daronne elle me rappelle toujours que voilà pourquoi nous, on doit être un bon exemple pour les autres. Parce qu'il faut qu'ils puissent être capables de dire que non, même si la majorité, peut-être qu'ils ont fait ça, j'en ai déjà rencontré un ou deux qui étaient bien comme ça. Et c'est un ou deux, ça doit être nous. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que tu dois tout le temps prouver quelque chose aux personnes blanches, dans le sens où, allez, quand tu es noir, en tout cas, tu n'es plus une personne, tu représentes toute ta communauté. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire une erreur parce que tu sais que ça va retomber sur toute ta communauté. C'est une fierté, ça. Bon, j'abuse en disant c'est un honneur, mais je veux dire, c'est une responsabilité et je vois pas pourquoi ce serait mauvais que ce soit nous qui le prenons. Parce que, bon, peut-être que je fais une grosse généralité, mais la majorité d'entre nous, on va dire, on va être fils d'immigrés. Parce que nos parents, ils ont immigré vers la Belgique, tu vois. Donc, nous, on est la première génération qui a grandi ici. Et en étant cette première génération-là, on a d'office des responsabilités. C'est tout à fait logique. Donc, moi, je me dis, les générations futures, là, leur situation de vie va dépendre comment nous, on va interagir avec tout le monde. Si maintenant, chacun d'entre nous, on commence à que faire des ravages partout, les prochains, ils vont pas entrer. C'est simple, tu vois. Et alors que si maintenant, à l'inverse, chacun d'entre nous, on est des personnages exemplaires, on montre l'excellence partout là où on va, il faut dire que ce genre de personnes-là, ils ont tel genre de valeur et ce sera beneficial for us to... On a compris ce que tu veux dire. Voilà. Tu sais, moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça parce que j'ai l'impression qu'on se retrouve vraiment tout le temps dans une situation où tu dois être le bon noir. C'est-à-dire que tu n'as vraiment... oui. Ouais. Continue, vas-y. Tu dois être le bon noir. Tu n'as pas droit à l'erreur parce que sinon, la personne après toi, on va pas lui donner un travail, on va pas lui donner ceci. Nuance. Ça veut pas dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Ça veut juste dire que tu dois avoir un comportement exemplaire. Tu peux rater, mais bon, j'ai envie de dire, rate avec dignité. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences, c'est pas parce que tu as raté que tu dois commencer à insulter les professeurs. Oh, toi, oui, ça, c'est tu vois sûr. Ce que je veux dire? Avoir un comportement juste normal et exemplaire pour qu'on puisse pas dire que c'est parce qu'il est noir qu'il a agi comme ça.
Mais en fin de Le compte, je problème, pense que... c'est que... Ouais, vas-y. Ouais. Non, je veux dire que le problème, c'est que parfois, c'est les personnes qui veulent montrer l'exemple en tant que noir n'ont même pas cette chance, comme par rapport à l'exemple que je venais de À donner, cause des à précédents. cause des précédents. Mais du coup, Voilà. on ne peut pas se dire que toutes les personnes noires vont forcément agir bien. Ce serait un peu utopique de dire ça parce qu'il y en a aussi. Mais comment on va voilà, changer ça maintenant alors selon. Comment est-ce qu'on va changer ça? Parce Oui, que j'ai envie de nous, on dire, il y peut. aura plus de mal que de bien en général. Tu vois. Ouais. Et si on enlève tout le bien maintenant, il y aura que du mal. Tu vois ce que je veux Oui. dire? C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas négliger nos petits impacts qu'on puisse avoir. Non, oui, ça c'est certain. Mm. Mais malheureusement, certaines personnes n'auront même pas cette occasion de pouvoir montrer que oui, j'aurais pu être bien dans cette situation-là. Ouais, hein. Oui, si vous m'aviez laissé habiter dans ce logement, vous auriez vu que je paye mon loyer à temps, que je suis quelqu'un de réglo. Ouais. Et c'est ça que je trouve dommage quand même. C'est De les pas cartes pouvoir qu'on nous a laisser. données. Hein. C'est ouais. les cartes qu'on nous a données au début Oui. du jeu, tu vois. Après que là, maintenant, il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on peut. Parce qu'il y a certaines choses dans la réalité qu'on ne pourra pas changer, tu vois. Non, oui, ça Et c'est maintenant, sûr. malgré ça, il faut qu'on s'adapte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je trouve ça quand même assez triste. Dans le sens où, on doit être tout le temps sur nos gardes. Tu vois? Vas-y. Ouais, on doit être tout le temps sur nos gardes parce qu'en fin de compte, personnellement, j'estime que c'est pas à moi de faire attention si je suis une bonne noire, entre parenthèses, si je n'ai pas d'écart de parole ou d'écart de comportement. C'est la personne qui est en face de moi doit se rendre compte qu'en fait, c'est pas parce que je suis noire que je risque de faire plus de bêtises que certaines personnes. C'est pas parce que je suis noire que je vais pas payer mon loyer. C'est à lui juste de se rendre compte qu'en fait, parfois, je vais tomber sur des personnes, même pas des noirs, même pas des blancs ou des arabes. Ouais. Je vais juste tomber sur des personnes qui vont pas payer leur loyer, mais ça ne veut pas dire que pour autant que les personnes qui leur ressemblent par la suite vont faire les mêmes erreurs. Parce qu'en fin de compte, pour moi, on se retrouve dans le cadre un peu du racisme, tu vois, concrètement. Et même c'est un racisme ordinaire qu'on voit, même c'est un racisme systémique. C'est ça qu'on va voir, c'est des choses qu'on dénonce, des personnes qui n'arrivent pas à avoir des emplois parce que justement, on leur colle cette étiquette de tu es noir, tu n'es pas sérieux. Tu vois. Et donc, du coup, on se retrouve dans ce cercle-là de si tu veux vraiment être pris quelque part, tu dois être vraiment le noir au top du top. Le noir excellent. Et je trouve que ça crée une pression assez énorme au sein de sur nos épaules. Tu vois. On grandit avec ça, nos parents qui nous disent voilà, tu dois faire attention, tu dois bien étudier pour qu'on te respecte. Tu arrives un peu dans la société où on te fait comprendre que voilà, fais attention quand tu vas chercher un emploi, que tu ne dois pas être une personne qui n'a pas. On va dire un background d'impayé, des choses qui n'ont pas été faites ou quoi que ce soit. ouais. Et donc, je trouve ça vraiment triste qu'on soit tout le temps sur nos gardes, comme si on doit prouver quelque chose à des personnes, quoi. Mais c'est pour ton bien. Eh? Oui, mais c'est la vérité, c'est pour ton bien. Hmm. Cette image que tu es en train de créer, ça bénéficie qui? Que toi. Ouais. Tu vois? Ma mère me Ça. dit toujours équipé pour la terre. Donc, on ne peut pas échouer. Ouais. Tu dois faire de ton mieux pour toi. Ça commence d'abord pour toi. Et oui, ça peut être exemplaire pour les autres, mais tu fais ça pour toi, c'est toi qui vas bénéficier. Oui, mais c'est sûr, on le fait pour nous. Mais du coup, quand on fait quelque chose de mal, ça Oui. tombe pas sur moi, ça tombe sur tout le monde. Ouais. Oui. Malheureusement. Ouais. Mais alors, du coup, moi, j'ai une petite question. Dans la vie de tous les jours, comment on va dire cette pression que vous pouvez ressentir de la part de vos parents ou même de la part de la société de manière générale, cette pression vous influence-t-elle? Moi, je dirais par rapport à ça que j'ai l'impression que cette pression-là que nos parents nous mettent, ça peut aussi nous-mêmes nous influencer par rapport aux autres noirs, par exemple, qui peut-être n'ont pas eu de diplôme ou n'ont pas peut-être... Fait autant d'efforts que nous. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, il va peut-être y avoir ces préjugés-là que nous-mêmes, on commence à avoir dans notre tête. Et c'est là que ça devient dangereux parce que... Enfin, dangereux, c'est pas forcément le mot, mais c'est là que ça peut affecter aussi l'unité dans notre communauté parce que du coup, il va y avoir des différences, Oui. des dédain, voilà. incompréhensions, c'est ça, du dédain, du mépris. Et enfin, c'était pas le but de nos parents de base lorsqu'ils nous mettaient cette pression-là. Et donc voilà, je sais pas si vous avez pu peut-être si vous vous reconnaissez dans ce que je dis ou... Moi, perso, j'ai juste l'impression que avoir cette pression-là, de manière générale, te rend un peu perfectionniste dans un sens. Que tu as du mal à accepter certaines erreurs. Que dans la vie de tous les jours, tu vas toujours faire en sorte de bien faire les choses. Donc, du coup, tu te mets déjà une pression énorme. Parfois c'est même pas la société ni les parents qui te mettent la pression, c'est vraiment toi-même. Toi-même. Moi, par exemple, parfois, je me rends compte que ce soit dans le monde du travail ou même dans mes études, j'ai toujours un peu tendance à me mettre la pression. En mode, allez, tu dois bien faire les choses, tu ne dois pas te tromper. Et c'est vrai que là, j'ai commencé à travailler et je suis un peu la seule noire
dans mon service. Et souvent, ce que je me dis, c'est que déjà, premièrement, Allegra, c'est ta seule chance, tu n'as pas le droit de te foirer. Et deuxièmement, ce que je me dis aussi, c'est que, allez, je suis la seule noire, si je fais une erreur ici, j'ai l'impression que ça va me retomber dessus. Et peut-être que c'est pas une bonne manière de penser. Je pense pas que c'est une bonne manière de penser, mais j'ai tout le temps en fait ces idées en tête en mode j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit à l'erreur, qu'on sera 2 fois plus dur envers moi qu'envers d'autres personnes, que certaines erreurs que on va peut-être plus les accepter pour les autres, mais pas pour moi. Et donc ça me rend perfectionniste et je sais que ça joue aussi sur ma confiance en moi parce que du coup je doute de mes capacités, je suis jamais satisfaite concrètement, jamais totalement satisfaite. Justement, je dirais l'inverse, parce que si tu es perfectionniste et que tu arrives à arriver à l'endroit où jusque tu as été, c'est-à-dire que cette pression que tu t'es mise là, je vais rester dessus. Oui. Cette pression que tu t'es mise là, c'est ça qui t'a permis à atteindre un certain niveau d'excellence et du coup, ça devrait alimenter ta confiance en toi. En soi, je pense que, Tu vois. voilà, on va dire, je pense que aspirer à l'excellence, c'est une bonne chose. Ouais. Mais le processus pour arriver n'est peut-être pas une si bonne chose que C'est ça. un processus difficile. Oui, c'est difficile. Par exemple, peut-être toi, c'est un leitmotiv, mais pour moi, allez, c'est rempli d'angoisse, c'est rempli d'anxiété, c'est rempli de remise en question, beaucoup de manque de confiance. C'est pas quelque chose dans lequel, voilà, je me sens bien, tu vois. Maintenant, ce que je pense qu'il devrait changer, c'est l'endroit où tu mets la source sur laquelle tu poses ta confiance en toi. Tu vois, je peux que donner que moi comme exemple, parce que c'est comme ça que j'ai vécu moi. Moi, ma confiance en moi, je la pose déjà sur comment Dieu me voit et comment j'ai compris qu'il me voyait. Et deuxièmement, sur ce que j'ai réussi à accomplir dans la vie. Tu vois, donc même si ce que j'accomplis dans la vie ne correspond pas à l'image que j'ai de moi-même, j'ai toujours l'image de Dieu pour réconforter, pour faire en sorte que j'ai constamment une bonne source de confiance en moi malgré que ma situation aille pas bien. Ces dernières années, par exemple, avec l'université et tout, ça a commencé à être un peu compliqué et donc je suivais plus le rythme d'excellence que je m'étais habitué à avoir. Et là, je commence à me dire, oh là, oh là, oh là, oh là. Est-ce que je mérite toujours de penser tout ce que je pensais sur moi-même? Et c'est là que je me suis rappelé que ma confiance en moi, tout ce que j'ai là, toute mon assurance, ma sûreté ne vient pas juste de mes actions. Elle vient de comment Dieu me voit de base. Et selon ce que Dieu me voit, c'est comme ça que moi j'agis et je fais plus d'efforts pour le plaire lui. Et ces efforts me font ramener vers la victoire parce que c'est ce que lui-même dit. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça change, c'est là que tu peux débloquer cette mentalité-là de faire en sorte que cette pression ne soit pas quelque chose qui devienne quelque chose de toxique pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Moi, je trouve que c'est par des bêtes détails comme ça, mais en mettant Dieu au centre, tout le reste s'organise naturellement. Ça, c'est mon expérience que j'ai eue personnellement, tu vois. C'est pour ça que moi, je trouve que le perfectionnisme, c'est quelque chose de bien. Bien sûr, il ne faut pas le pousser à l'extrême, parce que tout extrême est nuisible. Ça, c'est logique, tu vois. Mais le perfectionnisme, si c'est ça que tu recherches, tu vas vouloir être méticuleuse dans tout ce que tu fais, tu vois. Et ça, là, c'est ça qui est excellent. C'est ça qui rend l'excellence. Bon, en fait, j'aimerais bien être comme toi, Jeffrey, je vais pas te mentir. Ouais. Vraiment, ça a l'air tellement simple pour toi. Non, c'est une habitude que tu fais à force, tu vois. C'est pas venu du jour au lendemain. En fait, moi, c'est parce que je fais ça depuis que je suis petit. Et à force, c'est devenu comme ça que je vis, tu vois. Mais bon, bien sûr, au début aussi, moi, j'ai pas toujours été hyper confiant, tu vois. Mais à force, j'ai commencé d'abord à faire une bonne chose. J'ai fait, mais en fait, je sais quand même faire des bonnes choses. Bien, ça va, tu vois. Et puis, quand je commence à douter, je me dis juste, pourquoi est-ce que je doute? Ça suffit. Je n'aime pas vivre comme ça, c'est pas agréable. Donc j'arrête. Tout simplement, tu vois. Faut forcer son esprit faut réussir à forcer la main de son esprit et savoir comment toi tu veux vivre. Tu vois. Par exemple, ma petite sœur, elle est exactement comme toi. Elle, par exemple, elle stresse énormément pour tout, alors qu'elle réussit bien, tu vois. Mais ce stress-là la force à étudier, etc. Et tout. Bref, ça pour dire, c'est que elle, je sais pas pourquoi, mais elle est satisfaite à vivre dans ce niveau de stress-là parce qu'elle est consciente que ce stress la pousse à travailler, tu vois. Moi, je peux pas vivre comme ça. Moi, je n'aime pas vivre constamment dans le stress. Donc, même si je sais qu'il y a un événement qui me stresse, en effet, je refuse d'être stressé par ça, mais je sais que si je travaille pas, je vais pas réussir. Et vu que j'ai envie de réussir, je vais travailler. Mais je vais pas travailler à cause du stress, tu vois. Tout dépend comment toi, tu as envie de vivre. Et selon ce que tu veux vivre, tu imposes cette façon-là de réfléchir à ton cerveau. Et ça, c'est un truc qui se fait progressivement, tu vois. Mais c'est totalement atteignable. Mais du coup, par exemple, vous les filles, allez, j'ai pas envie de dire dans quel camp vous vous trouvez, mais comment vous arrivez justement à manager cette pression? Parce que dans le cas de Jeffrey, j'ai l'impression que lui, voilà, il a vraiment réussi à trouver les bonnes clés pour que ça soit quelque chose de positif chez lui. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est négatif chez moi. Donc du coup, vous, je sais pas, par rapport à ça, comment vous vous situez? Pour moi, personnellement, la pression était différente parce que j'ai grandi en Afrique du Sud. Et là, c'est les Noirs, mais nous sommes les étrangers, tu vois, on n'est pas sud-africains. Donc, pour nous, all the foreigners had this excellency.
So we were the ones, our grades were always 100%, 90%. Maintenant, si tu viens et you don't match to that standard, il dit, mais toi, tu es un faux... Un faux Ouais. noir. Ouais. You're not matching up to the standard that Yeah. everybody else has created. Donc, si tu n'es pas là parmi les gens qui ont des récits avec les 90, c'est compliqué. Et toi-même, tu te sens vraiment isolé parce que... Mais on n'est pas N'y arrive tous pas. Ouais. comme... Donc, là, la pression était différente. Mais les parents, ils vont te soutenir, ils vont t'aider là où il faut. Moi, mon père, il s'assied avec moi. Bénédicte! C'était chaud! Oh, Seigneur! Ah ouais, Mais- les gens aussi, clair. mais aujourd'hui, gloire à Dieu, Ouais. même quand j'étais à l'université, moi, j'ai 100%. Les 90, et je me disais, mais Seigneur, si ce n'était pas la pression que mon père me mettait avant, Ouais, I wouldn't know how to focus myself fully into succeeding for me. voilà. Donc, So at the end, it was beneficial. of course. Voilà, c'est ça que je dis. C'est toutes les questions de savoir transformer la situation dans La laquelle tu es. situation, ok. À moins que tu veux accepter de vivre dans le de mal vivre. Si tu acceptes ça, bah là maintenant chacun ses choix à force. Hein, mais moi personnellement, je préférerais pas. Et si je peux changer, autant le changer. Voilà. Et donc, du coup, tu as un peu l'impression, même toi, Bénédicte, que la pression que nos parents nous ont un peu mis sur les épaules, bah, ça nous a poussé à être excellents dans tout ce qu'on fait, en Mais quelque oui. sorte. Il Ouais. fait ça pour nous. C'est vraiment pour nous aider. Parce que des fois, non, je ne veux pas étudier, je suis fatiguée. Mais il faut étudier parce que tu n'as pas vraiment le temps. C'est pour ton bien. Si tu dis que tu vas étudier aujourd'hui, l'examen est demain. Tu vas couvrir combien? Tu ne sais pas, on dirait si tu as mémorisé tout ce que tu faisais au courant de l'année. Là, il te reste des jours et c'est là que tu veux commencer à étudier. Tu vois? Est-ce que tu vas prendre les points que tu voulais? Et tu penses que si tu vois 50% là, tu te dis, mais comment? Mais c'est toi-même. Ouais, c'est ça. C'est toi-même. You didn't put in the work. You weren't focused. Make it easy for yourself. This is what I did. When I was studying the first semester, I had a notebook. I summarized everything the lecturer was teaching. Même si je n'ai pas mémorisé ça, I summarized it. Quand c'était le moment d'étudier, j'ai pris ça. Et ça facilitait. Il nous responsabilise. Oui. Il nous responsabilise rapidement. Find C'est ça qui est something bien. that works for you. C'est pas pour les autres, c'est pour toi. Tu fais ça pour Ouais, toi-même. ouais, ça, c'est vrai. Mais du coup, bon, là, on se retrouve un peu dans le cas où, en gros, voilà, vos parents vous ont soutenu et vous faites des études que vous aimez. Mais du coup, parfois, il y a des gens qui vivent avec des parents qui leur poussent à faire des études qu'ils n'aiment pas. Par exemple, aujourd'hui, tu dis à ton père, voilà, je vais faire archéologue, il va te regarder en mode, c'est pour aller où? Ouais, c'est ça. Genre, tu vas faire quoi l'archéologie, tu vois? Parce que du coup, moi, j'ai vraiment l'impression que les parents aiment bien. Après, ça, c'est normal. Je me dis, de par leur expérience, par rapport à tout ce qu'ils ont vécu, ils ont envie de sécuriser leurs enfants. C'est par peur, en fin de compte, Clairement. souvent. C'est par peur qu'ils nous poussent à faire certains types d'études, parce qu'ils savent qu'en faisant ces études-là, déjà, bah, en fait, tu auras des débouchés. Peu importe voilà, où tu vas avoir des débouchés. Mais au moins, ils sont sûrs qu'en fait, tu n'auras pas à galérer comme eux. Exactement. C'est ça. Mais parfois, bah, y a des enfants qui n'ont pas envie de faire les études que leurs parents leur Clairement. forcent Ouais, à mais faire. c'est parce On est qu'il pas tous comprend faits pour pas ça. l'avenir qui vient, ça sera chaud pour eux. Il va faire quoi? Il va manger la journée sociale. Non, mais C'est ça que les parents veulent qu'on mais ne après, tombe pas sur il y a ça. un autre, après, il y a un autre problème, c'est que les parents, ils croient toujours qu'il y a que, c'est comme tu Ce l'avais dit, il y a que chemin-là. 3 chemins Bah oui. vers la réussite. Mais tu c'est vois. à nous Alors aussi qu'il y en a à plein d'autres. présenter ce qu'on veut faire pour montrer que, OK, il y a Qu'on peut peut- avoir de la succès ici. Voilà. Moi, quand j'étais en Afrique d'ici, j'ai travaillé, mais je faisais aussi les maquillages, je faisais les cheveux et j'ai gagné quand même l'argent. Et c'est là qu'ils ont vu, ah, mais ça, elle fait quelque chose et ça l'amène quelque chose. Si elle veut étudier ça, elle peut bénéficier quand même, ça, elle peut avancer avec ça. Parce qu'il y a des gens qui avaient commencé à m'appeler. Moi, si j'étais étonnée, je dis, Are you looking for me? Donc, tu dois aussi peut-être présenter ça. Tu vois, peut-être pas directement. Fais d'abord quelque chose. Ouais. Take the step, do what you need to do, show them the results. Voilà, c'est ça. C'est là peut-être qu'il va comprendre. Parce que les parents, des fois, ils sont comme Thomas. C'était Thomas. Ah, Thomas, ouais. Show Montre-moi me. d'abord. Show me Info, first yeah. and then I'll believe. Ah. Donc, Mais à un moment, au début un peu de la conversation, Elodie avait sorti quelque chose d'assez intéressant. Donc, tu parlais un peu du concept je crois, de Maslow, je sais pas. Oui, la pyramide de Maslow, oui. Donc, ouais. Ouais, bah, vas-y. Non, oui, en fait, cette pyramide, ça identifie différents besoins. Donc, d'abord, les besoins physiologiques, donc de survie. Puis, il y a les besoins primaires, donc voilà, avoir un toit, être en sécurité. Puis, il y a le besoin d'appartenance, donc de pouvoir être en communauté.
et il y a le besoin d'accomplissement. Je ne sais pas si j'en ai oublié un, mais voilà, donc de pouvoir trouver un sens à sa vie, quelque chose qui vraiment, tu trouves ta vocation, tu trouves vraiment ce qui te fait vibrer, quoi. Et justement, je disais que nos parents, eux, peut-être que les besoins qu'ils souhaitaient les besoins auxquels ils voulaient répondre dans leur jeunesse, c'était plus le besoin de survie, en fait, ou le besoin d'avoir un toit, d'être en sécurité. C'était ça qui comptait pour eux. Alors que nous, peut-être qu'aujourd'hui, on prend ça pour acquis, en fait, un peu. Et donc, on recherche autre chose, d'autres types de besoins, comme le besoin d'accomplissement. Et c'est là qu'on va vouloir ne pas... correspondre à leur schéma de oui, je veux être ingénieur ou je veux être médecin ou je veux être, je veux être avocate, mais de vouloir peut-être sortir de ce que de ces cases où les parents nous mettent et de pouvoir faire autre chose parce qu'on a ce besoin d'accomplissement qui est beaucoup plus saillant que le besoin d'avoir un toit, d'être en sécurité, puisque ça, on l'a trop intériorisé. Après, c'est pas forcément une bonne chose parce que peut-être que du coup, on néglige ce côté-là. Voilà. Mais c'est un équilibre à avoir, je dirais. Et toi, du coup, tu comprends les parents aussi dans leur démarche de mettre la pression à leurs enfants? Oui, je comprends. Fait la transition, du coup. Mais oui, c'est ça. En fait, eux, c'est avec leur réalité de tout ce qu'ils ont vécu. À leur place, je pense que j'aurais été pareil. En plus, moi qui est vraiment en mode je veux quand même être en sécurité, tout ça, je pense que j'aurais été pareil. En fait, je me serais dit, mais non, j'ai galéré, j'ai pas envie que tu galères. Et je sais que moi, dans ma réalité, pour être en sécurité, pour être bien, il fallait faire tel métier. À ce moment-là, oui, je conseillerais certainement mes enfants de plus privilégier la sécurité que quelque chose qu'ils aiment faire, qui les fait vibrer. Même si ton enfant te dit qu'en fait, maman, je suis pas heureuse dans ce que je fais là actuellement. En fait, tu vois, quand on dit ça à nos parents, souvent, eux, ils se disent... on sait mieux que toi que plus tard, tu verras qu'on a eu raison. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'ai déjà entendu les parents dire ça. Et ouais, le problème, c'est à ce moment-là, c'est ça, c'est de se dire que oui, plus tard, il comprendra, mais peut-être que non, au final. Peut-être que finalement, c'est l'enfant qui... Et du coup, vous, si votre enfant aujourd'hui vient vous retrouver et vous dit, papa, voilà, tu veux que je fasse des études de droit, mais je suis pas heureux dans ça. Moi, j'ai envie d'être danseur, par exemple. Ok, ouais. Être quoi? Je te jure, t'as vu? Écoute, moi j'ai deux choses. Premièrement, je me demande, ça c'est vraiment honnêtement qu'une question que je me suis posée durant mes études même, tu vois. J'ai fait, est-ce que c'est vraiment si important que ça d'aimer ce que tu fais? Tu vois, parce que je me dis, au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est les avantages que mon job va me donner. Et après, parce que je sais exactement ce qui me rend heureux, tu vois. Et je sais que ça va pas être, c'est pas mon métier qui va me rendre heureux. Mais mon métier va me permettre d'avoir beaucoup de choses qui vont me rendre heureux, tu vois. Comme par exemple la stabilité dans ma famille. Parce que moi, je sais que je suis un homme de famille, tu vois. Et le temps passé avec ma famille, ça, c'est ça que je surkiffe. Tu vois, je pourrais voyager, je pourrais avoir tel avantage. Et je sais que c'est ce besoin-là, comme on dit, vu que j'imagine que tout le monde a envie d'être heureux, d'accord? Donc, ce besoin qu'on aura d'être heureux, je vais le passer dans ce combat-là, dans mon métier. Tu vois, donc j'aurai vraiment la phase de, là, je me combats pour pouvoir avoir ça. Et il y aura un objectif clair, tu vois. Après, maintenant, les gens sont là, vas-y, il faut absolument faire un métier que tu aimes, parce que comme ça, tu verras pas que tu travailles, etc. Mais moi, je trouve que... c'est important de savoir que voilà, là, on est là pour travailler. Et on n'est pas spécialement là pour... Et qu'il y a l'argent derrière qui arrive. Voilà, tu vois, on est là pour faire ce qu'on doit faire, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Et après, maintenant, pour répondre à ta question, du coup, avec mon enfant, si maintenant il commence à me poser des choses comme ça, moi, je vais être très direct avec lui. Je vais lui faire, écoute, de quelle manière est-ce que ton métier, là, tu vas réussir à t'en sortir? S'il arrive à m'expliquer clairement, parce que je fais ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ouais. S'il me dit clairement qu'il y a un chemin, vas-y, au calme. Mais s'il me dit, mais j'ai une chance sur 1000 de me faire sélectionner là-bas, et puis mort. Dans ce cas-là, je lui dirais simplement, prends la première option, je vais t'obliger à la prendre parce que ce sera une option où tu vas être en sécurité. Et une fois que tu auras réussi celui-là, tu peux même abandonner si tu veux et suivre le reste. Mais d'abord, il faudrait que tu aies ta sécurité, tu vois. Parce qu'une fois que tu l'as, c'est là que tu peux poursuivre ton bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Come on. Et toi, du coup, Bénédicte? It's very simple. You have a hobby and you have a job. You want to be a dancer? Dance! Voilà! Dance all you want. I used to dance. I was very good at dancing. I got honored for dancing, but it's not a career path. Voilà. The reality is you will do it for some time, but you have to be the one sourcing jobs. How good is your dancing from everyone that's coming in the world? The younger ones are even better than the older people, especially with dancing. So you bring that to me. You have to show me that you're already standing out from the crowd. Exactly. That you already have a path lined out for you.
But if not, if you want to continue with it as a hobby, please go ahead. Yeah. But in the meantime, take study something. Yeah. Be knowledgeable. If you will do virtual studies, do that. Yeah. You don't even need to go to the university. If you will go and dance in whatever Kwamashu, wherever it is, go. But study as stability. well. Study. Even if it's part-time studying a few hours a day or so, do it. Gain something for yourself that you can lean back on, because you don't know what that dancing. If your legs break, what are you Bam. gonna do? Ah, tu vois. Ça. At least when you study whatever It's you're your doing, it's brain. intellectual. Mais du coup, en fin de compte, on voit vraiment que les études, c'est une sécurité. Exact, mais c'est le but. C'est surtout une sécurité. Au moins, tu es sûr que voilà, ton enfant, peu importe le chemin qu'il va prendre plus tard, tant qu'il a son diplôme, je sais qu'il sera toujours à l'abri. Not only, you can be business-minded as Ouais, well. tu vois, c'est Il y a ça. une différence. You can be Ouais. business. If you're doing business and you're focusing on your dancing, do you? If you own 10 apartments that you're making people rent, you're secured for life. Good for you. Unless there's a bomb somewhere and it destroys all your savings, then Yeah. là, Bon, c'est hein. compliqué, man. Have a backup plan. Always have a backup plan. I'm working and I have a backup plan. Maybe 2 or 3, because I don't know what the future holds for me. C'est ça. Mais du coup, moi, je trouve ça très, très intéressant. Pourquoi ? Parce que Elodie, à un moment, donc, elle a parlé de la pyramide de Maslow. Elle expliquait que voilà, nos parents, c'était plutôt avoir un toit à la maison, être dans une sorte de sécurité. Et nous, on cherche l'accomplissement. Mais quand je vous entends, en fin de compte, on aspire aux mêmes choses que nos parents. Oui. Ah ouais. On aspire à La un seule toit. différence, c'est le point de départ qu'on a. Parce que eux, de base, ils n'avaient Ils pas avaient pas le choix. les premiers points importants qu'on avait, comme le toit, la nourriture, etc., les points vitaux. Eux, ils devaient d'abord acquérir ça. Nous, on les a déjà. Maintenant, lorsqu'on va sortir, on les aura plus. Tu vois, et c'est là que je dis que la stabilité est importante. Parce que, après, on a le petit côté de vas-y, même si j'y vais et que je n'ai pas, je peux retourner chez les parents Oui. et en attendant récupérer. Tu vois, et c'est ça que je dis. Le point de départ est différent, mais au final, on recherche toujours la même chose. Parce que chacun d'entre nous, on va devoir faire notre maison et notre famille quelque part ailleurs, tu vois. Ok. C'est juste ça. Maslow's theory, nos parents, they're on the primary. That's where they are. It was sustaining whatever needs you need. So food, housing, school, the basics. Bam. As long as they could provide that, they were good. Mais pour nous, we want more than that. On veut voyager, Yeah. on veut faire ce qu'on veut, on veut avoir les business Oui. qui nous permettent quand même To be more free. to be more free, exactly. So you want to stop working at a young age. Oh, by the age of 40, I want to be done with work. I want to just enjoy life. Exactly. Donc, our priorities are very different in some way. En fait, c'est ça. Enfin, en fait, j'ai vraiment l'impression que nous, les besoins, en fait, c'est pas qu'ils ont disparu. C'est juste que dans la pyramide, on les accumule. Et en fait, je pense qu'on cherche plus un équilibre entre les besoins de sécurité, le besoin d'appartenance, voilà, d'être bien avec les autres, et le besoin d'accomplissement, en fait. C'est un équilibre, je pense, qu'on cherche plus actuellement, nous, dans notre génération, d'avoir dans nos métiers ou quoi. Et j'ajouterais même que moi, je pense même que toute cette histoire de... Pardon, hein, c'est rien de personnel. Ok, bref. Toute cette histoire de dépression, là, moi, je pense que c'est à cause de ça. Vu que on peut... J'ai l'impression... C'est comme si j'ai envie de dire, on peut se permettre maintenant d'être dépressif, tu vois. Parce que les parents, dans la situation dans laquelle ils étaient, être dépressif, c'est tu meurs. C'est simple, tu vois. Parce que là, tu vas rester dépressif, tu vas rester dehors, et puis, tu sais pas quelque chose qui peut t'arriver, qui peut te tuer, tout simplement, tu vois. Mais vu que nous, on a déjà la sécurité primaire, et que nous, ce qui nous importe maintenant, c'est comment est-ce qu'on se ressent, comment est-ce qu'on sent, si on est bien, si on est heureux, et qu'on n'a plus ce besoin spécialement de, il faut absolument que je trouve à manger pour demain, tu vois, c'est là qu'on peut se permettre d'être dépressif. C'est pour ça que moi, je me dis, oui, c'est réel, parce que ça existe, nos émotions sont réelles, et ce qu'on vit est réel, tu vois. Mais si on regarde on a wider scale, si, par exemple, c'est pour ça que je dis, parfois, c'est important dans la vie de voyager. Parce que récemment, je suis parti au Congo, je suis parti au Bled, et là, je suis parti chez mon grand-père, et mon grand-père, c'était vraiment au village, mais loin là-bas. Et là-bas, j'ai vu vraiment la vraie misère, tu vois. Et malgré cette misère-là, tu vois que le peuple est heureux. Je fais, oh, comment ça se fait? Maintenant, si tu commences à réfléchir, si ils arrivent, leur bonheur à eux, c'est de réussir à subvenir à leurs besoins sur le moment maintenant. Si maintenant, j'arrive à avoir à manger pour demain, oh, je suis heureux. Là, je suis bien, tu vois. Donc, malgré qu'il n'ait rien, il va être heureux. Maintenant, nous qui avons beaucoup, vu que ce qui nous est important pour nous, c'est comment on se sent, malgré qu'on a tout ça, là, et on voit pas tout ce que les autres n'ont pas, on se concentre que sur ce que nous, on n'a pas, mais là, maintenant, je me sens pas bien, ça veut dire que, bon, je ne néglige pas, je suis pas occupé à minimiser la dépression, parce que je sais que ça peut être quelque chose d'assez sévère pour certaines personnes, tu vois. Mais je dis juste que, avec moi, personnellement, une de mes cures, cure. Peu importe, ok. Oui. Une de mes cures, c'était de relativiser et de voir ce que j'avais du coup maintenant. Parce que très récemment, je l'ai dit, j'ai passé
peut-être mes 3 dernières années là, c'était mes pires années de ma vie, tu vois. Donc, en conclusion, toi, c'est comme si tu disais qu'aujourd'hui, c'est un luxe qu'on peut se permettre, Oui, simplement. Donc, on est un peu privilégié, donc on se permet d'être dépressé. Je suis pas totalement d'accord avec toi, Ah. mais on en reparlera Ouais, peut-être lors d'un prochain épisode. ça va. Mais du coup, peut-être juste pour conclure cette conversation, quelle clé vous donnerez à quelqu'un qui aujourd'hui simplement se retrouve dans une situation où on lui dit de faire certaines choses, il n'est pas d'accord avec ça. Par exemple, ses parents lui disent tu dois faire tel type d'études, mais lui, il aspire à autre chose. Une clé, juste par personne, un mot par personne. D'avoir la foi. La foi, ok. En son projet en lui-même. Oui. Ok. Have proof to show that you will succeed. Tu peux répéter vite fait la question, s'il te plaît? En gros, quelle clé tu donnerais à une personne qui aujourd'hui, peut-être, voilà, ses parents lui imposent un certain chemin, mais lui veut suivre un autre chemin. D'être patient. Patient. Hmm. Ok. Moi aussi, et moi aussi peut-être comme Ola, je dirais simplement, voilà, communique avec tes parents et montre-leur que tu es capable de le faire en quelque sorte. Voilà, merci de nous avoir écoutés.